Amis des mystères anciens, bonjour. Christopher Dunn est un ingénieur hautement qualifié, connu pour ses études sur les technologies avancées utilisées dans l'Égypte ancienne. Il a écrit 3 ouvrages, La centrale électrique de Gizeh, publié en 1998, Technologie perdue de l'ancienne Égypte, en 2010, Gizeh, le lien avec Tesla, en 2024. Christopher Dunn a travaillé dans le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatiale. C'est un spécialiste des lasers et des technologies de haute précision, indispensable pour la création de pièces conçues pour être utilisées dans ce domaine de pointe, comme par exemple les composants de réacteurs. Un brillant scientifique, doté d'une très grande rigueur méthodologique, rigueur que l'on retrouve dans ses recherches sur l'Égypte antique et que l'on perçoit rapidement quand on lit ses ouvrages. C'est quelqu'un de reconnu dans sa communauté scientifique et qui sait s'entourer de spécialistes de haut niveau, à qui il demande des conseils et analyses quand ses recherches débordent du cadre de ses compétences. Des ingénieurs spécialisés en pétrologie, en chimie, en acoustique, en technologies diverses. Ces ouvrages n'ont pas été traduits et sont donc surtout connus dans les pays anglophones. On les trouve dans toutes les librairies égyptiennes spécialisées sur l'Égypte ancienne. J'ai écrit à sa maison d'édition pour demander s'il était possible de sortir une version française de ces ouvrages, mais n'ai pas reçu pour l'instant de réponse. Dans son ouvrage, Giza Power Plant, il développe une théorie qui trouve un écho grandissant auprès des ingénieurs égyptiens qui, face à la grande précision et autres caractéristiques techniques des artefacts égyptiens, adhèrent de moins en moins aux explications officielles des autorités égyptologiques. On peut citer particulièrement Ahmed Adli, dont la très intéressante chaîne YouTube connaît un franc succès. Giza Power Plant a nécessité des années de recherche sur le terrain, des années de documentation, de maturation, d'échanges avec des scientifiques reconnus avant sa publication en 1998. Depuis cette date, de nouvelles découvertes scientifiques ont largement conforté la théorie. Particulièrement les recherches de Friedman Freund sur le tremblement de terre, qui ont en partie remis en question l'importance de l'effet piézoélectrique du granit dans la théorie de Dunn, tout en lui apportant de nouveaux éléments lui permettant de la consolider. En 2024, soit 26 ans après Giza Power Plant, Christopher Dunn a alors écrit un second ouvrage, Giza, The Tesla Connection, la connexion avec Tesla. Dans cette vidéo, j'essayerai de rester sur le premier livre qui est déjà très dense. Et le second sera l'objet d'une deuxième vidéo, une deuxième partie. La théorie développée par Christopher Dunn sur la Grande Pyramide n'a jamais fait l'objet de remise en cause par ses pairs. Elle ne relève pas de l'interprétation archéologique, mais de l'analyse scientifique. Elle est très solide et ne peut donc pas être prise à la légère. Avant de s'interroger sur la fonction de la Grande Pyramide, Christopher Dunn s'est intéressé à 2 questions. Les pyramides sont-elles des tombeaux ? Les Égyptiens utilisaient-ils des machines pour extraire, tailler et sculpter la pierre ? Ces 2 questions étant de fait liées à l'existence d'une civilisation technologiquement avancée ayant précédé l'antique civilisation égyptienne, et dont les Égyptiens antiques se seraient contentés de récupérer les constructions et autres artefacts de pierre. Sur cette chaîne YouTube, ces 2 questions ont fait l'objet de plusieurs vidéos. En fait, j'ai préparé à cette vidéo par une étude des grandes pyramides dont aucune preuve concrète ne montrait qu'elles avaient été construites pour servir de tombeaux, ainsi que par une étude sur la taille de la pierre, intaillable avec les burins de cuivre des Égyptiens dynastiques et qui s'appuyait sur des éléments visuels montrant l'évidence de l'utilisation de machines et posant clairement la question de la production d'énergie. Ces études s'inscrivaient dans une démarche du même type que celle suivie par Christopher Dunn dans les premières parties de son ouvrage. Je n'ai donc pas à revenir sur ces 2 questions et peux directement attaquer dans le vif du sujet. Giza Power Plant est un livre de presque 300 pages. Il est écrit par un scientifique de haut niveau et est destiné à des scientifiques. Christopher Dunn montre toutes les étapes qu'il a suivies, les observations, les réflexions et les analyses qu'il a faites pour obtenir chaque résultat particulier. L'enjeu pour moi est de vous présenter la théorie de manière à ce qu'elle soit accessible au maximum de gens possible, de la vulgarisation qui ne soit pas simpliste pour autant. Je vais essayer de citer directement Christopher Dunn le moins possible, tout en tentant au maximum de suivre sa démarche et son contenu, quitte à le paraphraser si nécessaire, avec tout le respect que je lui porte. Une centrale à énergie est généralement une machine énorme, un investissement matériel important. Voyez nos barrages, nos centrales nucléaires, des machines dont la construction peut prendre des décennies. La Grande Pyramide Khéops est le bâtiment le plus grand,
le plus précisément construit et le plus exactement aligné jamais construit dans le monde. Dixit Christopher Dunn. La précision de la pyramide est dans chaque bloc de ses parties importantes. Des blocs taillés avec une précision de l'ordre de quelques centièmes de millimètre. En 1881, l'archéologue Flinders Petrie a mesuré la précision du couloir qui descend vers la chambre souterraine. Ce couloir comprend une première partie construite, suivie d'une partie directement taillée dans le substrat rocheux du plateau de Gizeh. Sur les 46 mètres de la partie construite, la marge d'alignement est seulement de 0,5 mm. Sur les 106 mètres de la longueur totale du couloir, elle est de 6 mm. Une incroyable précision, bien au-delà des normes de construction actuelles. Pas mal pour les travailleurs censés être seulement équipés de burins de pierre et de maillets de bois. L'énorme quantité de travail qu'a nécessité la construction de la pyramide ne peut s'expliquer que par une très forte utilité, ce qui correspond tout à fait à ce que pourrait être une centrale à énergie. Voyez la complexité de ces structures internes. Ces couloirs, parfois étroits, parfois immenses. Ces salles, toutes différentes, avec des structures complexes. Christopher Dunn a d'abord étudié la pyramide sous toutes ses coutures, avec son regard d'ingénieur hautement qualifié, habitué à travailler sur des systèmes complexes de très haute précision. Il a acquis la conviction que Khéops ne pouvait pas être autre chose qu'une très grande machine et a essayé de comprendre comment elle fonctionnait dans les moindres détails. C'est ce qu'on appelle un processus d'ingénierie inverse, pratique courante dans l'espionnage industriel. Il lui fallait trouver une réponse pour chaque détail trouvé dans la grande pyramide, tout comprendre. Khéops est d'une complexité technique qui a nécessité des compétences dans plusieurs domaines différents, relevant de disciplines scientifiques différentes, ce qui a conduit Christopher Dunn à promouvoir la coopération entre chercheurs multidisciplinaires. Une théorie complète sur la grande pyramide devait tout expliquer. Pourquoi du granit dans la chambre principale? Pourquoi ces 5 vides au-dessus de cette même chambre? Pourquoi cette antichambre avec son système de fermeture réglable? Pourquoi cette chambre souterraine? Le puits qui la relie au bas de la grande galerie? Pourquoi cette immense galerie? Cette chambre dite de l'arène? Les 2 conduits qui y accèdent, etc., etc. Les questions sont multiples et l'immense travail de rétro-ingénierie a nécessité plusieurs années et de nombreuses visites sur le terrain. J'ai déjà abordé quelques-unes de ces questions dans ma première vidéo sur la pyramide. Pour avoir une idée plus précise de ce gigantesque édifice, je conseille à ceux qui n'auraient pas regardé cette première vidéo de faire une pause et d'aller la visionner avant de revenir sur celle-ci. J'ai parlé du concept de résonance dans mes précédentes vidéos sur les grandes pyramides. Il devient ici essentiel à la compréhension du fonctionnement de la pyramide et nécessite quelques explications. Quand je joue une note ou un accord sur un piano, la corde vibre et libère de l'énergie. Si on appuie sur la pédale qui libère toutes les cordes, on constate que d'autres cordes se mettent à sonner. Pas n'importe lesquelles, mais celles qui sont dites en harmonie avec la corde initialement frappée. Il existe des instruments de musique qui possèdent des cordes dites sympathiques et vibrent en harmonie avec les notes jouées par le musicien, par exemple le sitar indien. Les cordes d'une harpe peuvent aussi vibrer en harmonie. En dehors des instruments de musique, il existe quantité d'objets résonnants, et chacun a sa propre fréquence de résonance. Prenons l'exemple d'une troupe qui marche au pas. Chaque pas transmet au sol une impulsion. Le rythme est régulier et la troupe transmet au sol une impulsion régulière, une fréquence donnée par la cadence des marcheurs, par exemple 2 pas à la seconde, soit 2 Hz, l'unité de fréquence. Dixit l'article de Wikipédia sur la résonance. Le 16 avril 1850, une troupe traversant en ordre serré le pont de la Basse-Chaîne, pont suspendu sur la Maine à Angers, provoqua la rupture du pont par résonance et la mort de 226 soldats. Que s'est-il passé? Les impulsions étaient en harmonie avec la résonance du pont. Il est entré en résonance jusqu'à se disloquer et s'effondrer. C'est pour cette raison que les troupes arrêtent la marche au pas en passant sur un pont. Un système susceptible d'entrer en résonance, c'est-à-dire susceptible d'amplifier sa réponse à certaines sollicitations régulièrement entretenues, est appelé un oscillateur. La grande pyramide possède des caractéristiques qui lui permettent d'entrer en résonance, de devenir un oscillateur. Des études mathématiques montrent que son rapport périmètre de la base, hauteur, est calculé de manière à ce que sa hauteur soit en rapport avec un cercle de dimension égale à sa base.
Voyez le schéma. Je trace un carré correspondant au périmètre de la pyramide. Je lui superpose un cercle de même périmètre que le carré. La hauteur de la pyramide correspond au rayon de ce cercle, soit périmètre du cercle divisé par le nombre pi et par 2. Remarquons au passage que si le nombre pi est associé au scientifique grec Archimède, il est évident que les anciens bâtisseurs le connaissaient quelques millénaires avant lui. Ce rapport hauteur-périmètre de la grande pyramide correspond donc à celui d'une sphère, comme la Terre. On a donc affaire à deux oscillateurs, la Terre et la pyramide, qui peuvent être parfaitement couplés. Le plus petit, la pyramide, peut alors entrer en résonance avec le plus gros, la Terre. L'énergie vibratoire de l'un peut alors se transférer à l'autre. Une fois couplée, la pyramide peut capter l'énergie vibratoire de la Terre, l'énergie sismique, générée par les mouvements du magma. Ce processus ne se déclenche pas tout seul. Pour qu'il fonctionne, la pyramide doit être couplée mécaniquement avec la Terre et vibrer en sympathie avec elle. Pour ce faire, le système doit être amorcé. Il est nécessaire d'initier l'oscillation de la pyramide pour qu'elle soit couplée avec la Terre et puisse prélever son énergie. Nikola Tesla, génial physicien et inventeur, ayant déposé plus de 300 brevets, dont celui du courant alternatif, est l'inventeur d'un appareil qu'il appelait une machine de tremblement de terre. Un appareil qui émet une pulsion régulière. À l'aide de cet appareil, il aurait fait entrer en résonance le bâtiment qui abritait son laboratoire, jusqu'à l'entendre craquer, au point de devoir arrêter d'urgence son appareil avant que le bâtiment ne se disloque et s'effondre comme le pont des soldats. En appliquant la technologie de Tesla à la pyramide, on pourrait être en mesure de mettre en mouvement ces 5 273 000 tonnes de pierre, de la faire vibrer en harmonie avec la Terre. Une fois la pyramide couplée à la Terre, le transfert d'énergie serait effectif. Le cœur de la machine Khéops est la chambre principale, la pièce la plus complexe et la plus précise de la pyramide. J'en ai donné une première approche dans la vidéo sur la visite de la pyramide, ainsi que dans celle sur les chambres de décharge. Cette chambre est totalement en granit d'Assouan. Selon les égyptologues, ce serait pour honorer le pharaon, car le granit est un matériau bien plus noble que le calcaire. Seulement, notre approche de cette chambre n'a rien à voir avec du narratif archéologique, en l'occurrence ici de simples balivernes, mais avec une démarche scientifique, d'ingénierie, de technologie. J'ai calculé dans la vidéo sur la visite de la pyramide que la masse de granit composant cette pièce pesait 3600 tonnes. En réalité, ce serait probablement un peu plus, car les murs seraient plus épais que le plafond qui m'a servi de repère pour les calculs. Les vibrations de la Terre, par un phénomène de résonance, auraient pour effet de faire vibrer l'intégralité de cette masse de granit. Des recherches scientifiques menées en 1996 par l'expédition Joseph Score montrent que le sol de la chambre du roi ne repose pas directement sur la masse calcaire de la pyramide. La chambre est certes entourée de murs de calcaire massif, mais ses parois ne sont pas en contact direct avec ce calcaire. Il existe un espace entre le granit et la pyramide. Voyez le schéma. De même, les chevrons de calcaire au-dessus de la chambre prennent appui sur des blocs de calcaire qui ne sont pas en contact avec le granit. Le plancher de la chambre lui-même est posé sur ce qui est qualifié de roche ondulée. Il y a des poches sous le plancher qui indiquent que le support du plancher est ondulé comme un carton d'œuf, avec le plancher reposant seulement sur les bosses. L'intégralité de la chambre est donc indépendante du corps de la pyramide. Son plancher lui-même repose sur un système qui ne l'immobilise pas. Ces 3600 tonnes de granit peuvent donc vibrer sans contrainte. Il n'est donc pas étonnant d'ailleurs que toute la chambre sonne tandis que les touristes marchent à l'intérieur. Si les poutres du plafond sont parfaitement lisses sur leur base et leurs deux grands côtés verticaux, elles ne le sont pas sur leur face supérieure. Elles présentent des irrégularités, des bosses et des creux. Évidemment, ces irrégularités ne résultent pas d'un travail bâclé. Rien n'est laissé au hasard dans cette incroyable machine. Mais elles sont là pour une raison technique bien précise. Ces poutres sont destinées à vibrer en harmonie sur une fréquence bien précise. Quand on veut accorder les lames d'un vibraphone ou celles d'un harmonica, on enlève de la matière, dans des endroits bien précis. Ces poutres ont été travaillées dans le même but. Elles ont été accordées pour vibrer toutes à la même fréquence. La fréquence fondamentale de la pyramide en harmonie avec celle de la Terre. Ces irrégularités sur leur face supérieure sont le résultat de leur accordage.
Des essais acoustiques ont été effectués dans la chambre principale par un ingénieur, Tom Danley. Les poutres de granit ont résonné à une fréquence fondamentale et toute la structure de la chambre a renforcé cette fréquence en produisant des fréquences dominantes qui ont créé un accord de fa dièse. Quand le flûtiste de jazz Paul Horn a enregistré son album dans cette chambre, il a accordé son instrument en harmonie avec la résonance de celle-ci. Tous les morceaux de l'album sont en fa dièse. On peut déduire de ces éléments techniques l'importance du son, des vibrations sonores dans la machine Cheops. Les vibrations qui arrivent dans la chambre centrale sont des fréquences sonores. Avant d'arriver dans cette chambre, les vibrations de la Terre doivent donc être transformées en ondes sonores, en son. C'est la fonction de la grande galerie. Elle est conçue pour capter et amplifier une partie de l'énergie issue des vibrations de la Terre qui traverse la pyramide. C'est-à-dire conçue pour transformer cette énergie en ondes sonores et la transporter jusqu'à la chambre principale. On a vu que la chambre était prévue pour résonner sous l'effet d'une vibration sonore d'une fréquence bien spécifique. Il faut alors filtrer cette fréquence, accorder l'ensemble des vibrations sur celle-ci. La grande galerie était alors équipée d'un système destiné à convertir la vibration en son aéroporté et l'accorder à la fréquence souhaitée. Dunn pense à une série de résonateurs situés dans cette galerie. Si ce système de résonateurs n'est plus là, on peut néanmoins avoir des traces qui corroborent sa présence. Une série de 27 paires de fentes le long du sol, ainsi qu'une série de traces nettement visibles au plafond. Pour plus d'efficacité, on pourrait utiliser un système destiné à filtrer les fréquences indésirables, un filtre acoustique à l'entrée de la chambre. Seules les fréquences souhaitées pourraient alors passer par le couloir étroit qui relie la chambre à la grande galerie. Il s'agit d'un simple système de chicane, ne permettant qu'à une seule fréquence et ses harmoniques de passer. Système bien présent que les égyptologues appellent porte-coulisses ou herse et dont ils pensent qu'il est destiné à empêcher les pillards d'entrer. On voit ici que cette utilité est tout autre, pas étonnant qu'il n'ait jamais empêché de passer quiconque le voulait vraiment. Je ne me pencherai pas sur la présence des bouchons de granit que l'on trouve en bas du couloir ascendant, auquel Dunn attribue aussi un rôle pour optimiser le processus de création d'énergie. Mais je retournerai maintenant voir un point important dans la chambre principale. Je précise que j'essaye de simplifier au maximum les explications techniques, mais je comprends tout à fait qu'elles peuvent être difficilement compréhensibles pour des gens n'ayant pas suffisamment de connaissances en ce domaine. J'espère que pour l'instant tout le monde a pu suivre sans trop se prendre la tête, mais ce ne doit pas être un problème si vous ne comprenez pas tout. L'essentiel est de comprendre les grandes lignes et je ferai un rapide résumé simple après ces explications techniques. Nous venons de voir que la galerie envoyait du son dans la chambre principale. Ce son rugissant fait vibrer les poutres et les vibrations très rapides se transmettent à l'ensemble du granit qui devient une masse vibrante d'énergie. Chaque vibration déclenche l'effet piézoélectrique. Vous savez, cet effet qu'on utilise pour faire jaillir l'étincelle qui allume les briquets ou les allume-feu. Il suffit d'appuyer sur la gâchette, un petit morceau de quartz est comprimé et dégage l'énergie électrique qui fait l'étincelle et allume le gaz. Dans cette chambre de granit, ce sont des centaines de tonnes de quartz qui sont mises sous pression à chaque vibration et transforment cette énergie vibrante en une quantité considérable d'énergie électrique. Cette énergie électrique est libérée dans le milieu gazeux emplissant la chambre. Il faut la capter et la sortir de la pyramide. Christopher Dunn est un ingénieur spécialisé dans les lasers. Un laser est un système qui amplifie et véhicule de l'énergie par l'intermédiaire d'un rayonnement à la fréquence de la lumière. Avec un laser suffisamment puissant, on découpe du métal. On parle même d'en faire des armes. On peut pareillement transférer de l'énergie à un rayonnement à des fréquences différentes de celles de la lumière. Par exemple, à une fréquence correspondant à celle des micro-ondes. C'est ce qui se passe dans votre four à micro-ondes. L'énergie électrique est transformée en micro-ondes énergétiques qui vont chauffer vos aliments. On n'appelle plus ça un laser, mais un maser. Mais c'est le même principe. Pour l'ingénieur, les caractéristiques de l'utilisation d'un maser se retrouvent dans la chambre principale. Plus précisément dans les deux conduits nord et sud dont les dimensions sont adaptées pour guider des micro-ondes. Le conduit nord capte sur la face nord de la pyramide des micro-ondes qui circulent naturellement dans l'atmosphère. Elles sont amplifiées, chargées fortement en énergie dans la chambre, puis ressortent sous la forme d'un faisceau de micro-ondes par le conduit sud. Ces conduits ne sont donc pas de simples orifices de ventilation, et encore moins des portes de sortie pour l'âme du pharaon.
mais des systèmes complexes étudiés spécialement pour servir de guide d'onde, avec des cotes et des formes très précises. Si vous avez compris, c'est parfait, c'était la partie technique la plus compliquée à comprendre. Dernier point technique, cette opération de transfert d'énergie par un maser réclame un milieu gazeux particulier. Un gaz dont la fréquence naturelle doit résonner en harmonie avec l'ensemble du système. Ici, l'hydrogène. Cet hydrogène est produit dans la chambre de la reine par une simple opération chimique. Chacun des deux conduits y débouchant est destiné à apporter dans la chambre deux composants chimiques qui, en se mélangeant, produiront de l'hydrogène. Sans entrer dans les aspects techniques complexes, une solution diluée d'acide chlorhydrique est apportée par le conduit sud et une solution de chlorure de zinc hydratée par le conduit nord. Certes, certains objecteront que les deux conduits étaient bouchés par quelques centimètres de calcaire, mais cela n'empêchait pas les deux solutions de pénétrer par diffusion dans la chambre. Leur mélange dans la chambre de la reine produit une réaction chimique qui donne de l'hydrogène et un sel. On retrouve dans cette chambre divers éléments physiques et chimiques qui corroborent ce processus. Entre autres, la grande quantité de sel trouvée dans la chambre, sel qui n'a pas été apporté par le déluge, mais résulte d'une simple opération chimique. On trouve aussi des signes d'érosion du calcaire provoqués par la solution d'acide chlorhydrique. Plus divers systèmes dans les conduits destinés à gérer les liquides apportés de l'extérieur par un autre système de distribution, ainsi qu'un système d'évacuation de l'eau résiduelle par le puits qui rejoint la partie souterraine. Je pense que j'ai dit l'essentiel. J'invite ceux qui veulent approfondir la question à lire Giza Power Plant. J'en profite pour signaler des podcasts vidéo où Christopher Dunn est invité et dit des choses très intéressantes. Voir les liens dans la présentation de la vidéo. Je vais donc faire un rapide résumé de la théorie de Christopher Dunn pour bien mettre les choses en ordre, sachant que le deuxième ouvrage apportera quelques petites modifications et compléments utiles et d'un grand intérêt, mais qui ne changeront rien de fondamental à cette théorie publiée en 1998. La pyramide est un système très complexe et est conçu pour entrer en résonance avec la Terre et capter une partie de son énergie, l'énergie sismique. La pyramide est mise en résonance avec la Terre à l'aide d'un système qui était très probablement situé dans la chambre souterraine. Une fois couplé avec la Terre, les vibrations de celle-ci se diffusent dans toute la pyramide, un flux continu d'énergie. Cette énergie est transformée en son et amplifiée dans la grande galerie, sans doute à l'aide d'un système de résonateur. Cette énergie sonore est réglée à des fréquences déterminées et filtrée par un système de chicane réglable avant d'être envoyée dans la chambre principale. Cette énergie fait vibrer les poutres du plafond, accordées à la bonne fréquence, lesquelles transmettent la vibration à l'ensemble du granit constituant la chambre. Chaque vibration déclenche une décharge électrique par effet piézoélectrique du quartz contenu dans le granit. Les micro-ondes collectées à l'extérieur de la pyramide par l'intérieur du conduit nord sont chargées de l'énergie par l'intermédiaire de l'hydrogène qui constitue le milieu gazeux de la chambre. Un faisceau de micro-ondes très énergétique est guidé dans le conduit sud pour transporter l'énergie vers l'extérieur de la pyramide. Les conduits nord et sud, associés à la chambre dite de la reine, apportent dans cette chambre deux composants chimiques qui, en se mélangeant, produisent l'hydrogène utilisé dans la chambre principale pour les transferts d'énergie. J'ai essayé de faire au mieux pour rendre cette théorie la plus compréhensible possible. Si vous pensez avoir raté certaines choses importantes, un deuxième visionnage de la vidéo pourrait vous être utile pour tout digérer. Évidemment, suite à cet exposé, de très nombreuses questions se posent. Oui, je sais, comme d'habitude dans mes vidéos. En premier lieu, que devient le faisceau de micro-ondes chargé de l'énergie électrique? Plus des questions que je n'ai pas encore abordées pour éviter de surcharger la mule. Qu'est-ce qui a provoqué les détériorations visibles dans la chambre principale? Fissures du plafond, fusion partielle du coffre, marques diverses sur les parois. Il reste encore quelques points à expliquer un peu plus en détail, d'autant plus que de nouvelles importantes découvertes scientifiques sont apparues depuis la parution de cet ouvrage. Puis, plus largement, quel est l'intérêt que nous pourrions tirer de ce type de production d'énergie? Est-ce envisageable? Où en est la recherche sur un éventuel projet? Toutes ces questions sont abordées dans le second livre de Christopher Dunn, Giza, The Tesla Connection. Je pense que cette vidéo est suffisamment dense et riche d'informations pour que je l'arrête ici. Désolé pour ceux qui ont déjà tout compris et veulent savoir la suite immédiatement. The Tesla Connection sera l'objet de ma prochaine vidéo.
Je suis Michel Lasserre, chercheur indépendant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez-la, commentez-la, partagez-la. Et si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche en dessous de la vidéo, si vous voulez que YouTube vous prévienne de la sortie de la prochaine. À bientôt!